Salut à tous, c'est mercredi, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec l'interview de Jean-Mi. Il est effectivement un peu plus de 9 heures et pour ceux qui m'écoutent en rediffusion dimanche matin à partir de 10 heures. Ensuite sur Spotify, sur nos réseaux sociaux, le site internet inside-radio.com. Vous savez ça par cœur. Aujourd'hui, on va parler littérature, puisqu'en face de moi, j'ai un auteur de roman. Armel Job, bonjour. Bonjour. Est-ce que tout va bien ce matin ? Tout va bien. Alors, on va parler de vous, on va parler de votre œuvre, on va parler de l'actualité qui est votre dernier roman aux éditions Robert Laffont. On va évoquer vos souvenirs, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, présentez-vous en quelques mots, Armel. Je sais que vous êtes né en 1948 et que vous êtes un natif de... Alors on dit Aide ? Oui, on dit c'est dans la commune de Durbuy. Durbuy, cette belle bourgade de Durbuy. Voilà. À part ça, un peu d'enseignement avant. Donc je ne suis pas un auteur au berceau. Je suis devenu auteur bien tard. Quand j'ai publié mon premier roman, j'avais 45 ans. Avant ça, j'avais une longue carrière de professeur. J'ai été professeur de latin et grec à Bastogne pendant 22 ans. Et puis ensuite, j'ai été directeur de mon école pendant 17 ans. Et c'est au moment d'ailleurs où je suis devenu directeur, comme j'avais quand même un changement important dans mon carrière, que je me suis mis à publier des romans. Voilà, j'avais depuis très longtemps, j'avais un goût prononcé pour la littérature, mais mon travail de professeur ne me permettait pas de me consacrer entièrement, ou en tout cas suffisamment, à la littérature. Et le latin et le grec ont aidé dans tout ça ? Le latin et le grec, certainement. Le latin et le grec sont deux matières extrêmement profitables pour l'esprit. Ça vous oblige à une gymnastique intellectuelle importante. Et puis, en tant que professeur de latin et grec, mon travail, essentiellement, ça consiste à faire traduire. On ne parle pas le latin et le grec, bien sûr. Et donc, j'ai fait des travaux de traduction pendant des années. J'ai d'ailleurs publié pas mal de traductions. Et je crois que pour moi, ça a été vraiment une excellente école de l'écriture, pour l'écriture. En quelque sorte, j'ai fait des gammes pendant toutes ces années de professorat. Du solfège. Voilà, j'avais fait mon solfège et puis je me suis mis à écrire à un moment où, dans ma carrière, je devenais directeur et donc j'avais moins d'activités, moins d'activités littéraires que pour un professeur. Mais vous avez parlé de gamme et j'ai vu aussi qu'il y en avait des gammes dans votre jeunesse puisqu'il y avait du piano, je vois, et un orchestre de l'école. Oui, mais j'étais élève interne au séminaire de Bastogne dans les années 60. Alors, avec le régime de cette époque où on retournait en famille... au début, c'était une fois toutes les 3 semaines, à raison d'un jour et un jour et demi toutes les 3 semaines. Donc, il y avait évidemment une vie à l'intérieur de l'internat qui est extrêmement importante. Il fallait passer le temps. Oui. Et il y avait de nombreuses activités. Et notamment, on avait l'occasion de faire de la musique. Pour ceux qui aimaient la musique, moi j'aimais beaucoup la musique, donc c'est vrai que j'ai fait du piano. C'est de la musique classique alors que vous n'avez pas toujours de la musique classique, oui. Et il y avait un orchestre dans l'école et donc j'ai eu l'occasion de jouer dans cet orchestre. Et puis un peu plus tard, j'ai vu aussi qu'il y a eu du théâtre avec des pièces d'étudiants. Oui, c'était aussi une tradition dans les écoles d'internat où on faisait du théâtre. À nouveau pour occuper les élèves. Pour le spectacle de fin d'année, c'était ça ? Il y avait sûrement, oui, il y avait un spectacle de fin d'année et à Bastogne, on avait le privilège d'avoir un metteur en scène du Théâtre National, tout de même, qui venait nous exercer de semaine en semaine. Et tout ça a mené, bien plus tard dans votre vie, mais avec aussi du théâtre, puisque je vois que vous avez... mis en scène ou vous étiez... Non, j'écris des pièces de théâtre. Voilà, donc, le Concile de Jérusalem. Par exemple, oui. Et l'évasion de Socrate. Notamment, oui. Ce sont des pièces de théâtre. L'évasion de Socrate a été donnée à Liège il y a 2 ans, je crois, ou 3 ans.
au théâtre Harlequin. Sont à côté de mon activité de romancier, j'aime beaucoup le théâtre et donc j'écris des pièces de théâtre. J'aimerais qu'on touche vraiment ce sujet. Donc, il y a eu du théâtre, il y a eu du piano, il y a eu l'orchestre de l'école, il y a eu du latin et du grec. Tout ça était un terroir pour arriver là. Bon, c'est pas indispensable, hein. Il y a quand même une foule d'écrivains qui n'ont pas eu du tout ce genre Oui, et puis il y avait le d'expérience. changement de vie aussi. Vous avez dit que voilà, vous devenez directeur d'école, donc ça vous donne plus peut-être de liberté. Non, moi je pense que le goût pour l'écriture, pour la littérature, l'envie d'écrire des romans, ça vient tout simplement du goût de la lecture. Moi, j'ai toujours aimé lire depuis ma plus tendre enfance, si je puis dire. J'ai toujours dévoré les livres. Et vous savez, c'est comme les gens qui aiment bien la musique et écoutent beaucoup de musique. Un jour, ils se disent, tiens, je veux peut-être acheter une guitare et je me lance parce que au lieu de consommer de la musique, je fabrique de la musique, ce qui est quand même beaucoup plus exaltant. Pour l'écriture, je pense que c'est exactement la même chose. Ça m'amène à une des questions que j'avais couchées sur ce papier que je tiens dans ma main droite. Comment on intéresse les jeunes d'aujourd'hui à la littérature à l'heure des smartphones? Alors là, vous êtes tombé dedans où il y a peut-être des choses qui ont été mises en place naturellement ou pas. Mais aujourd'hui, on est à l'heure des smartphones, on est à l'heure du TikTok 5 secondes. Oui, mais aujourd'hui, on est aussi à une époque, je pense, où il reste tout de même chez les jeunes des gens qui aiment beaucoup lire. Il y a des livres pour la jeunesse qui ont eu un succès extraordinaire. Il y a des rallyes lecture, je sais. Il faut... Franchement, je ne pense pas que le goût pour la lecture ait disparu dans la jeune génération. Je me rends très très souvent dans les écoles pour parler de littérature. Oui. Vous aviez des grands écrivains qui vous ont servi de modèle? Il y a eu des noms qui revenaient souvent. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'adorais lire Balzac. J'aimais bien. Oui, évidemment. C'est un auteur absolument magnifique et un des grands pionniers du roman. Oui, mais je pense que j'ai eu la chance, quand j'étais élève, d'avoir des professeurs qui m'ont donné le goût aussi de la littérature, simplement avec les auteurs classiques qu'on étudiait en classe. Je me souviens par exemple de mon professeur en 4e latine, de mon professeur de français qui nous faisait lire les contes de Maupassant. Pour moi, ça reste un souvenir absolument mémorable. J'étais fasciné par ce genre de nouvelles brèves avec une chute étonnante. Ça reste un modèle absolu pour moi, en français en tout cas. Vous avez eu quelques distinctions aussi dans votre longue carrière. J'en ai pris quelques-unes sur la page Wikipédia pour ne pas la citer. Le prix Victor Rossel des jeunes en 2002, le prix du jury Giono en 2005, le prix de la personnalité Richelieu en 2007. Il y en a eu beaucoup. Il y en a un qui vous a qui vous a marqué plus que l'autre, le prix Simenon 2010 peut-être. Je sais pas. Dans les prix, vous savez, il y a deux sortes de prix. Il y a les prix qui sont décernés par des professionnels, donc des journalistes, des écrivains, des académiciens. Là, j'ai été particulièrement honoré par le prix Giono, parce que Giono est un très grand écrivain. Le jury est vraiment un jury très prestigieux. Mais il y a aussi les prix qui sont accordés par le public lui-même. Et là, pour moi, j'ai quand même eu 2 fois le prix des lycéens. Là, ça veut dire qu'il y a 4 à 5 000 lycéens qui ont voté pour mon roman. Ces lycéens-là, justement, parce qu'apprenons quelque chose ce matin sur une scène radio, en plus de tout ce que vous nous racontez, mais le prix du lycéen, il est quoi? C'est des lycéens de la région Wallonne. C'est la Belgique, ok. Donc votre roman, dans ce cas-là, est traduit dans plusieurs langues? Non, c'est la Belgique francophone. Belgique francophone, ok, d'accord. Et vous avez des traductions aussi de vos romans? Oui, il y en a, mais pas pour les élèves. Oui. Oui, enfin, oui. Le prix des lycéens en Belgique, c'est un prix pour la communauté française de Belgique, donc Bruxelles et Wallonie. Et c'est tous les 2 ans. Et voilà, toutes les écoles secondaires peuvent participer. Les élèves s'inscrivent et on leur soumet 5 ou 6 romans, je ne me souviens plus exactement. Et ils choisissent. Et ils choisissent. Ah oui. Voilà.
Inside Radio. Nous voici de retour pour la suite de l'interview d'Armel Job, auteur de romans bastognards, on va dire, de souche, d'Urbouillard, on dit. La belle province de Luxembourg. On a évoqué le goût pour l'écriture, les grands écrivains, vos distinctions, déjà aussi d'où vous êtes natif et votre parcours scolaire. Et puis là, parlons de vos livres, parce que vous êtes auteur de romans. Donc, les œuvres principales, selon Wikipédia, sont Les Fausses Innocences, Loin des mosquées, Tu ne jugeras point, Dans la gueule de la bête, Elena Vanek. Et voilà, tout ce que j'ai relevé. Il y a quelque chose que vous voulez partager avec nous sur une de ces œuvres, avant qu'on en vienne à l'agenda du jour, puisque La cuisinière du Kaiser est sortie il y a quelques semaines. Oui. Bon, donc j'ai eu la chance d'être publié par les éditions Robert Laffont pour une vingtaine, plus de 20 romans. Maintenant, je crois que celui qui va paraître, c'est mon 23e roman chez cet éditeur. Parmi ces romans, évidemment, comme il y a un petit favori? Il y a toujours des romans qui marchent plus ou moins bien, hein. Il y a des romans qui ont eu beaucoup de succès. Mon roman qui reste encore vraiment bien vendu chaque année, c'est Tu ne jugeras point, qui est vraiment un roman qui est notamment beaucoup lu dans les écoles. On arrive à savoir le roman qui va marcher? Ou non, c'est des surprises? C'est impossible. Si vous savez, mon directeur littéraire m'a dit un jour, si on le savait, on serait riche. Ouais. Certainement. Ça peut comme une grande chanson, quoi. C'est un peu la chance, quoi. Voilà. Ça accroche. Parfois, on se dit, tiens, ce roman-là, je suis sûr que ça va cartonner. Et puis, non, ça fait un flop. On ne sait pas pourquoi. Et d'autres fois, on se dit, oh, bon, ça, je l'ai fait en vitesse, on verra bien. Et puis, hop, là, ça fonctionne. Et donc, tu ne jugeras point. Vous ne l'aviez pas jugé capable d'aller absolument jamais. Je n'aurais jamais pensé que ce roman aurait le succès qu'il a rencontré. Non, ça, je ne savais pas. Allez, ça a été une surprise. Parlons transition magnifique Est-ce que vous pensez ou pas, d'ailleurs, on va pas répondre à cette question, La cuisinière du Kaiser. Oui. Magda et Victor forment un jeune couple auquel tout semble réussir. Leur établissement, le Grand Hôtel des Ardennes, prospère et ils fondent bientôt une belle famille de 8 enfants. Tout bascule lorsque la guerre éclate le 22 août 1914. Guillaume, le fils préféré de Magda, est brutalement assassiné par un officier allemand. Magda s'emmure dans son deuil, Victor dans son silence. Magnifique teasing. Oui. Racontez-nous sans trop nous en raconter. Là, il est sorti depuis le 20 février. Voilà. Mais il faut le lire. Cette histoire est en partie inspirée par l'histoire de ma propre famille. Donc, mes arrière-grands-parents avaient un hôtel très important qui s'est situé à Mannheim. Oui. Et le 22 août 1914, les Allemands sont arrivés. Là, ils ont envahi la Belgique. Mm-hmm. Ils ont incendié l'hôtel de mes arrière-grands-parents et assassiné l'un des enfants. C'était une famille de 8 enfants. Ils l'ont assassiné vraiment comme on tire un lapin. D'accord. Donc, c'est resté dans l'histoire de ma famille, c'est resté une page extrêmement cruelle. Mon père, par exemple, a porté le prénom de son oncle qui avait été assassiné à cette époque. Donc, il y avait vraiment un souvenir très, très vif de cette tragédie. Je m'en suis servi pour planter le décor de mon roman, oui. Bien entendu. Le roman, ce n'est pas que cette histoire-là, c'est la suite, c'est ce qui s'est passé après, en fait, moi, j'ignore totalement, parce que dans la mémoire de la famille, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé après. La famille était ruinée, évidemment, les enfants se sont dispersés, nous sommes une famille aujourd'hui très éclatée un peu partout. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père, ça je l'ai imaginé. Parce que
Peut-être qu'à l'époque, on parlait moins aussi. On échangeait moins les sentiments, surtout sur des faits aussi Et tristes donc, que ça. j'ai rattaché l'histoire de ma famille à l'histoire en général. Une histoire qu'on ignore souvent à propos de la Belgique et qui concerne la ville de Spa. La ville de Spa, en 1918, pendant toute l'année 1918, a été la résidence du Kaiser, de l'empereur d'Allemagne. Beaucoup de Belges ignorent cela. Le Kaiser s'était installé à Spa pour se rapprocher du front, parce qu'à l'époque, les Allemands pensaient bien qu'ils allaient gagner la guerre. Ils avaient gagné à l'Est, Oui. et donc toutes les forces de l'Empire se retournaient contre les Français, les Anglais, sur le front de l'Ouest. Et le Kaiser, sûr d'assister à la victoire, s'était installé à Spa, ville d'eau, ville très agréable, avec son grand état-major. Mais à Spa, évidemment, il a dû forcément entrer en contact avec la population. Il habitait une villa somptueuse dans laquelle le personnel était belge. Et notamment, évidemment, il y a eu une cuisinière qui était belge. Et c'est cette cuisinière que je mets en scène dans la seconde partie de mon roman. Je rappelle avant de la faire que votre roman, donc La cuisinière du Kaiser, que je vais montrer là, attendez la voir, mais ici, pour ceux qui nous regarderont sur YouTube, La cuisinière du Kaiser est disponible depuis le 20 février dans les meilleures librairies. Oui, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet, comme disait Forrest Gump. On est en train de parler de votre nouveau roman qui est disponible depuis le 20 février aux éditions Robert Laffont, qui s'appelle La cuisinière du Kaiser. Vous nous aviez dit avant la dernière pause que c'était lié à un événement tragique lié avec votre famille. J'ai envie de vous demander s'il était possible, si vous pensez qu'il était possible d'avoir écrit ce roman un petit peu plus tôt dans votre vie, ou est-ce qu'il faut justement avoir vécu, avoir du recul, et toutes ces années qui ont passé ont fait que, oui, voilà, La cuisinière du Kaiser, elle sort en 2025. Oui, ben je pense qu'il y a des romans qu'on écrit quand on est plus jeune, avec les préoccupations qu'on a à ce moment-là, et il y a des romans qu'on écrit quand on est plus âgé. Et moi, je pense que si j'ai écrit ce roman-là aujourd'hui, c'est aussi parce que je me sens proche des gens qui ont disparu. Avec l'âge, on se dit que bientôt, on fera partie de la même catégorie de personnes. Et moi, je pense que le monde des vivants doit rester en communication avec le monde des gens qui nous ont précédés. Ces gens-là sont toujours là. Et quand j'évoque l'assassinat de mon grand-oncle et la douleur de mon arrière-grand-mère, je n'ai pas pu manifester ma compassion pour cette femme. Mais ça me touche de le faire à distance. J'avais noté une citation, comme d'habitude, sur mes notes. J'ai oublié de noter de qui elle vient, donc on va la lancer comme ça, on va voir ce qu'elle devient. Mais ça a un lien avec ce que vous venez de dire. La littérature n'a rien à voir avec la richesse du vocabulaire. Sinon, le plus grand des chefs-d'œuvre serait le dictionnaire. Donc on n'est pas dans un roman qui traite dont un des outils est le vocabulaire, mais c'est des émotions quelque part. Bien entendu, c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. D'ailleurs, si on considère l'œuvre des plus grands romanciers, un certain nombre d'entre eux n'étaient pas de grands écriveurs, si je puis dire. Si je prends l'exemple, ça va faire un peu très ronflant ce que je vais dire, mais enfin... Ronflons. Dostoïevski, le génie de la littérature russe, si on lit Dostoïevski ses œuvres telles qu'il les a écrites et pas dans les traductions édulcorées qu'on en a fait après, son langage est très rudimentaire. Et il n'aimait pas, et lui-même disait qu'il n'aimait pas la littérature, mais il avait envie de faire passer des choses, de parler de personnes. Et pour cela, il essayait de s'exprimer de la manière la plus proche possible des gens qu'il voulait évoquer. Et donc,
Et il ne faisait pas de grandes phrases, il ne cherchait pas de belles métaphores, il essaye simplement d'être sincère. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et de transcrire ce qu'il y avait dans son Bien sûr. estomac et son cœur plutôt que dans son cerveau. Il y a un petit belgicisme aussi qui arrive de temps en temps, mais là, il arrive maintenant. Il choisit quand il arrive. C'est ça la magie de la Belgique et de la belgitude. On a évoqué que vous étiez un ancien directeur de l'Institut Notre-Dame séminaire de Bastogne. Et donc, j'ai été vous rechercher un petit belgicisme qui a trait à l'enseignement, un frotte-manche. Oui. C'est une personne qui flatte servilement, qui flagorne volontiers pour obtenir un traitement préférentiel. Tous les frotte-manches étaient assis au premier rang pour se faire remarquer. Oui. En général, il y a des équivalents en français de référence dans le fantastique dictionnaire des belgicismes de Michel Francard qui sera à votre place dans quelques semaines. L'équivalent en français de référence dans ce cas-ci est le lèche-botte, entre parenthèses légèrement vulgaire, ou le faillot. Le faillot, bien sûr. Oui. Les faillots. On arrive tout doucement à la fin. Armel, vous avez un devoir de sortie, à moins que vous vouliez encore rajouter quelque chose. L'antenne est à vous. Le micro est toujours allumé. Merci beaucoup. Allez, c'est parfait. Le petit devoir, tout facile, c'est que vous choisissiez la chanson de sortie, le cadeau que vous offrez aux auditeurs d'Inside Radio, voilà, pour les accompagner dans leur journée. Ah ben écoutez, je vais proposer une vieille chanson française qui date de 1870, de la Révolution de la Commune de Paris. C'est une chanson qui s'appelle Le temps des cerises. Le temps des cerises, on va vous trouver ça. Il y a pas. Ça me fait penser à Bourvil n'a pas touché il n'a pas touché un fruit, Bourvil, dans les chansons. C'était pas les cerises. Ah, je l'ai. Vous l'avez ou pas? Non. Vous qui nous écoutez, ça vous dit rien? Un oranger sur le sol irlandais, oui. On ne le verra jamais. Armel, merci beaucoup de vous être assis à cette table d'Inside Radio pour l'interview. Pas de problème, merci à vous. Bonne chance, longue vie à la cuisinière du Kaiser. Merci. Et puis on vous souhaite plein d'autres romans dans votre carrière. Quant à moi, je redisparais pour une semaine et je vais renaître tel un phénix comme d'habitude la semaine prochaine pour une nouvelle interview de Jean-Mi. Et d'ici là, quoi que vous fassiez, comme d'hab, faites-le bien. Ciao.